budgétaire dans un pays comme le Congo, où il y a beaucoup de besoins. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes en surplus budgétaire dans un pays où la dette intérieure n'est pas payée. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes en surplus budgétaire dans un contexte des arriérés de paiements et des blocages de paiements. C'est question d'interprétation là. C'est que ce cadre macroéconomique, si vous pouvez l'appeler fumé, est sujet à interprétation. Deuxième aspect, là, c'est l'autre point de carré des Caldor. J'ai parlé au niveau de la croissance, du surplus, du chômage. Il reste l'autre aspect, la balance du paiement extérieur. C'est que vous gérez très bien, vous bloquez les dépenses pour accumuler des réserves de la Banque centrale. Quand vous réunissez ces 4 points, on dit que la cadre macroéconomique est maîtrisée. On concède ça au gouvernement, oui. Il maîtrise la cadre macroéconomique, mais pour quelle finalité? Pourquoi bloquer l'argent dans un pays où les taux de chômage est très élevé? Pourquoi rabattre les prix très bas qui permettent même plus aux entreprises de créer facilement? Il faut passer à la relance. C'est une autre vision, c'est ce que j'ai dit. Il faut changer vraiment la vision et la manière de gérer l'économie. Le cadre macroéconomique, c'est simpliste, c'est le FMI. Je n'aime pas entrer dans la guerre avec le Fonds monétaire international qui conseille sur le cadre macroéconomique qui est nécessaire, mais ça ne va pas nous amener le développement. Pour nous amener le développement, il faut chercher comment financer ce que le chef de l'État a dit, la justice sociale, la redistribution sociale. Il faut financer les créations de richesses. Beaucoup. Faire des partenariats, chercher des systèmes de financement innovants. On l'a fait avec les contrats chinois, il faut en faire plus. Utiliser nos actifs miniers, nos actifs des hydrocarbures, nos essences des forêts comme actifs. Je vais vous donner un exemple qui va vous faire rire. La RDC, c'est comme une belle dame assise, qui demande de l'aumône, qui est assise sur des pierres, pensant que ce sont des cailloux, or ce sont des diamants. C'est du diamant, vous êtes assis sur les diamants, mais vous commandez l'aumône. Oui, mais tout à l'heure, je vous demandais, professeur, pourquoi le ministre des Finances doit aller chercher l'argent ailleurs, alors que nous avons des atouts chez nous. Et vous avez parlé, je reviens là-dessus, de la création des richesses. Comment se fait ce processus de création de richesses dans un pays? Bon, d'abord, pour créer des richesses, il faut investir. Pour transformer les richesses, il faut investir. Nous avons des richesses potentielles. Le sous-sol est très riche, mais il faut les transformer. Pour les transformer, on a besoin des capitaux qui existent de par le monde. On ne vit pas fermé. Même le cadre macroéconomique, si il est maîtrisé, c'est parce qu'on nous apporte à peu près 3 milliards dans les budgets, apport extérieur. Mais nous pouvons avoir plus en créant des partenariats d'affaires, ce qu'on appelle public-privé. PPP, 3 fois. Partenariat public-privé. Ça consiste à quoi? À ramener des gros investisseurs dans différents domaines d'exploitation. On l'a vu ici avec la télécommunication. Quand je suis conseiller du chef de l'État, le chef de l'État a libéralisé le monde des télécoms. Les gens qui travaillent aujourd'hui dans la société de télécommunications, je crois, respirent bien à Kinshasa et au Congo. Ils gagnent bien leur vie. On a créé des richesses dans le monde des télécommunications. Les secteurs miniers, on ne transforme rien, on exporte tout. Prenons la tonne de cuivre, elle coûte 8 000 $, la tonne sur le marché mondial. Vous savez combien la tonne a été échangée dans les contrats chinois? 35 $. La tonne, ça ce n'est pas créer des richesses. Si on avait encouragé, vous avez vu des joint ventures ici, des partenariats chinois et congolais, des sociétés chinoises et congolais créées ici au Congo, beaucoup, il n'y en a pas. Il fallait créer beaucoup de sociétés de transformation, même des premières transformations de ces minéraux. Ça c'est créer des richesses. Et pour chaque secteur, on créait ces choses. C'est cette manière que, je crois que je ne me suis pas bien fait comprendre, qui consiste
à syndiquer, à valoriser nos actifs pour attirer ceux qui ont l'argent aux Émirats, en Chine, au Brésil, en Inde, à devenir nos partenaires. Ça a un double avantage. Par exemple, si nous faisons des partenariats économiques d'intérêt commun dans les pays limitrophes, quand vous regardez la cartographie géologique de nos minéraux, c'est autour des frontières. Mais si nous créons des zones de partenariat pour tous les produits stratégiques, l'eau, l'énergie, des cuivres, le cobalt, où nous sommes les premiers, mais quand il n'y a pas de politique, on va revenir sur les politiques, mais on ne peut pas s'en sortir. Connaissez-vous la politique actuelle du gouvernement sur le cobalt, par exemple, où nous avons 80% des réserves de cobalt. Quelle est la politique sur la recherche, la transformation, la production de cobalt? Je la cherche, je ne la trouve pas. Ça, c'est par filière. Cuivre. Quand vous demandez, on va vous dire c'est les codes des investissements. Non, les codes, c'est un instrument. C'est qu'il y a une confusion de genre entre les instruments et les politiques. Voilà pourquoi au niveau, il faut qu'on revienne là-bas, au niveau des états généraux des concertations, on doit remettre à plat, après un diagnostic sans équivoque de l'existant, du cadre réglementaire, de la vision de l'économie, on doit remettre tout ça pour réfléchir qu'est-ce qui est stratégique, les intérêts stratégiques de nos partenaires, comment on peut créer ensemble des richesses pour organiser la cité. Professeur, vous allez revenir pour dire un peu plus. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo navigue à vue concernant une politique, concernant notamment nos matières premières? Il n'y a pas que les cuivres, il n'y a pas que le cobalt, il y a les coltons, il y a de l'or. Mais aujourd'hui, au moins, professeur, on voit qu'il y a des grandes entreprises qui viennent ici pour exploiter ces atouts naturels dont nous disposons, nous. Est-ce que ça ne crée pas suffisamment de richesses? Mais ça ne crée pas. Pourquoi? Vous avez posé une question et plusieurs sous-questions. Naviguer à vue, bon, c'est quand même une grave accusation, je ne peux pas dire ça. On navigue avec des boussoles, peut-être avec... on est à l'ère des GPS. C'est ce qu'on appelle Global Positioning System, qui vous donne des indications précises. Peut-être nous n'avons pas des outils appropriés. Si je peux prendre cette métaphore, nous sommes à l'âge des GPS et nous voulons utiliser les boussoles ou bien des équerres. Ah ben, bon, ça veut dire, professeur, qu'on navigue à vue. Je ne vais pas confirmer ça, ça vous engage à vous, mais il y a moyen de faire mieux. Il y a moyen de faire mieux. Changer de stratégie. Par exemple. C'est-à-dire naviguer cette fois-là avec les GPS. Par exemple. Et donc maintenant, on n'a pas de GPS, donc nous naviguons à vue. Et lui, que je ne vais pas vous suivre sur ce chemin, laisse-moi extrapoler un peu, par exemple. Allez-y. Prenons le cas du secteur minier, dont vous dites. Ils peuvent venir en désordre, comme ils viennent, ou bien en ordre. Nous avons quand même les cadastres miniers. Nous essayons de faire ça en ordre. Mais pour créer les richesses qui nous reviennent, il faut que l'État perçoive sa part. La fiscalité minière est à repenser. Savez-vous quel est le taux de la fiscalité minière? C'est 2 ou 3%. Au moment, le même taux est de 30% en Chili. Pourquoi nos minéraux doivent quitter les sols à taux de 3% ou Chili, ça je parle des cuivres, c'est 30%. Bon, ils donneront des explications, ceux qui nous dirigent donneront des explications. Mais il faut repenser ça. Il faut obliger ces entreprises à transformer, les encourager et les accompagner. Mais il y a des préalables. Il faut aussi qu'on investisse dans l'énergie pour qu'on puisse transformer. Là, ça va créer des richesses. Mais la fiscalité minière, elle est incitative, mais extravertie, orientée pour servir les intérêts de l'extérieur, pas du Congolais. Voilà pourquoi on ne tire pas profit. Alors, professeur, il y a aussi cet autre phénomène. Vous avez parlé des banques tout à l'heure, qui prêtaient à des taux usuraires. Alors, mais la plupart des banques à Kinshasa
en République démocratique du Congo dans son ensemble n'appartiennent pas aux nationaux. Est-ce que ça pose un problème? Bon, nous n'avons pas des vraies banques. Hein. Bon, qu'ils m'excusent les banquiers. Nous avons des banques boutiques. Souvent, ce sont des banques qui ne sont qu'à Kinshasa, d'abord, la plupart. Et quand vous questionnez à petite portefeuille, c'est que l'ensemble du portefeuille de toutes les banques au Congo ne dépasse pas 2 milliards. C'est-à-dire la masse d'argent qui manipule ces banques, ce peu. Et de deux, nous n'avons pas de banques d'investissement. Quand vous regardez, la plupart, ce sont des banques commerciales. Et de trois, ces mêmes banques, vous trouvez, pas seulement, ce sont des banques commerciales, ils sont banquiers, ils sont en même temps importateurs. C'est que faisant la concurrence aux importateurs. Et là, c'est mauvais aussi. La loi interdit ça et devait vraiment interdire ça. En d'autres termes, si vous êtes en concurrence des devises, moi, les banquiers, je donnerai toutes les devises à ma société qui importe. Et là, il y a collision et sa société, certainement, ne paye pas le même taux que l'autre qui va importer. Comment casser ça? Comment renforcer? Il y avait l'autre sous-partie, je commencerai peut-être à répondre, que ces banques appartiennent aux étrangers. Ce n'est pas seulement les banques qui appartiennent aux étrangers. Où est la classe moyenne congolaise? Elle n'existe pas. Il faut la créer. Mais le chef de l'État a promis cette classe moyenne depuis 2006. Jusqu'à présent, on ne la voit pas. Bon, vous savez, le chef de l'État donne la vision. Et je crois, dans sa révolution de modernité, c'est une très bonne vision. Il appartient au gouvernement de donner corps à la révolution de modernité. Ce n'est pas seulement, comme je vous l'ai dit, la révolution de modernité, ce n'est pas seulement la modernisation. C'est la manière de gérer. La classe moyenne, on la crée par la création des richesses. Prenons l'exemple en Afrique du Sud, Black Empowerment, c'est-à-dire comment, après, à la sortie de l'apartheid, l'Afrique du Sud a développé une situation d'encourager les Noirs à s'approprier de l'outil de production. On avait essayé au Congo, mais c'était mal fait la zaïrianisation. Tout à fait. L'Angola le fait très bien, en exigeant tout partenaire étranger de s'associer à l'Angolais, à un Angolais. Et si vous ne le faites pas, le gouvernement ne va pas vous donner de crédit. Les Zimbabwe venaient de le faire. Tout à fait. Bon, alors, c'est accepté dans les États modernes. Vous ne pouvez pas abandonner tous les tissus, même les petits commerces. Il y a la loi sur les commerces qui interdit aux petits commerces aux étrangers. Mais vous trouvez, je n'ai rien contre les étrangers. Mais faisons la sélection. Je ne vois pas un Congolais être accepté en train de vendre des beignets ou des babouches, comme on a vu des Chinois, même à Kingasani, en train de vendre maintenant des beignets ou des babouches. Non, ça ne se fait pas. D'autres pays interdisent ça. Le Maroc, la Tunisie, d'autres pays interdisent. On n'a rien contre nos collègues ou bien nos confrères africains qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, mais qui nous apportent des capitaux, qui ne fassent pas concurrence déloyale aux petits commerçants congolais. On ne créera pas la classe moyenne des Congolais quand on ne les laisse pas, ne fût-ce que ça. Il n'y a pas une politique d'accompagnement et d'encouragement de la classe moyenne. Il faudrait l'accompagner. La SOFIDE était faite pour accompagner ça, mais elle est en train d'être redynamisée. Espérons qu'elle pourra être. Il y avait l'OPEP, Office des promotions des petites et moyennes entreprises. Il y a tout un ministère aussi des petites et moyennes entreprises. Mais ça, ce sont des institutions. Il faut maintenant donner les moyens et les cadres pour promouvoir. Il faut repenser aussi l'école qui doit être encouragée pour promouvoir la classe moyenne. Je vais vous donner un exemple. Si on prenait chaque année, par exemple, il y a à peu près 1000 étudiants qui finissent les universités. Même 10 000 ou 5 000, si je prends le Congo entier. Si on mettait un fonds de 50 millions, par exemple, pour récompenser les étudiants qui amèneraient un projet crédible d'investissement sous forme de classe moyenne. Vous êtes dans les bâtiments, vous créez une briqueterie, une petite boulangerie. Ça nous ferait déjà 10 000 si chacun employait 5 000. Ça se fait ailleurs, ça s'appelle les incubateurs des entrepreneurs. Et là, c'est quelque chose de concret. On créerait chaque année à peu près 20 à 30 000 jeunes qui quitteraient l'université et travailleraient
dans leurs propres entreprises. Créons l'esprit d'entreprise. Innovons dans l'école qui doit répondre aux aspirations de la classe moyenne, aux aspirations économiques du pays. Il y a des grandes réformes à faire. Mais aujourd'hui, monsieur le professeur, c'est des pratiques qui n'existaient pas il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a la TVA, taxe sur la valeur ajoutée chez nous. C'est aussi une source de revenus pour notre gouvernement. Pourquoi ne ressentons-nous pas les effets bénéfiques de la TVA sur le train-train quotidien du citoyen moyen? Bon, la TVA, c'est une taxe, c'est qu'on vous prend quelque chose. Oui. Bon, en d'autres termes, c'est... On doit redistribuer en principe. Bon, pour redistribuer, il faut qu'il y en ait beaucoup. Hein, il y en ait beaucoup. Au début, il y a eu un effet de croissance de la taxation. Et on a beaucoup mobilisé. Après, n'oubliez pas que le Congo, il y a une bonne partie qui est dans l'informel. La TVA, c'est la taxe sur valeur ajoutée. C'est une taxe très sophistiquée parce qu'elle est remboursable et récupérable par tranche de production. Nous sommes dans un pays où la traçabilité comptable est difficile et la pratique comptable est quasi presque nulle dans tous les secteurs informels. Conséquence, c'est le peuple encore qui paye parce que même les entreprises, des fois, les structures où il n'existe pas de TVA font payer la TVA. C'est les seigneurages, on vous vole un peu l'argent, soi-disant PVA, et ces gens ne rapportent rien à l'État. Parce qu'en payant la TVA, les entrepreneurs deviennent les collecteurs d'impôts pour les comptes de l'État. Tout à fait. C'est les consommateurs qui payent. Et à ces entrepreneurs ou bien à ces commerçants qui doivent reverser à l'État. Qu'est-ce qu'on observe? Maintenant, quand vous n'avez pas la traçabilité comptable, vous ne savez pas payer, l'État ne sait pas vous contrôler, vous avez le système de fausses factures, sans TVA avec TVA, alors l'État est en train de perdre de l'argent, beaucoup d'argent. Je crois qu'il y a eu au début, c'est une très bonne idée, mais même en France qui a créé la TVA, il y a 30% à peu près de fraude à la TVA. C'est une taxe très difficile à mettre en place. Mais est-ce qu'il avait été temps pour nous de l'appliquer ici en République démocratique du Congo? Bon, il faut toujours commencer par essayer. Bon, je crois que la mesure a été avoir la manière dont on est en train de se racheter et avoir la manière, je crois que la mesure a été un peu précipitée. Bon, j'ai appris que les gouvernements vont acheter maintenant des terminaux de captation de TVA. Ce sont des calculatrices spéciales pour calculer automatiquement et relier aux terminaux de la Direction générale des impôts. Je crois que ça va améliorer la couverture et surtout la mobilisation de la taxe sur la valeur ajoutée. Alors, professeur, vous êtes venu ici en République démocratique du Congo pour les concertations. Est-ce que dans votre thématique économico-financière, vous réfléchissez à tous ces problèmes? Est-ce que finalement, on peut espérer que vous allez proposer un schéma de sortie de ce que je peux qualifier comme bourbier de notre pays au lendemain des concertations? Bon, je crois que le chef de l'État a donné des directives claires dans son discours d'orientation. Les décrets convoquant des concertations ont aussi précisé l'objectif attendu de ces concertations. Au-delà des réflexions, de se parler, d'échanger et de proposer, le peuple, d'après les discours du chef de l'État, attend des propositions réalistes et réalisables dans différents domaines, consolidation de la paix, cohésion nationale, et pour ce qui nous concerne, accélérer le développement économique du pays, améliorer le bien-être des citoyens. Qu'est-ce que nous faisons concrètement? On passe à l'état des lieux, au diagnostic de l'économie congolaise. Ça a déjà été fait, professeur. Si, ça a été fait, la répétition est la mère de toute science. Nous avons beaucoup de textes. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est les propositions. On nous a demandé des propositions réalistes et réalisables. Mais ça, c'est l'objectif que nous nous fixons. Nous pouvons bien proposer, nous pouvons bien faire des propositions réalistes, nous pouvons avoir ce genre d'émission, mais ce qui fait changer les choses, ce n'est pas les beaux discours,
ce n'est pas seulement des beaux textes, mais c'est la mise en œuvre, la mise en pratique de ces textes, de ces propositions. Mais ça aussi, ça doit être réfléchi déjà au niveau de vos commissions. Bien sûr. Est-ce que vous y réfléchissez? On peut réfléchir comment mettre en place les choses. Mais il faut qu'il y ait maintenant une décision politique pour la mise en œuvre des recommandations qui seront arrêtées aux concertations nationales. Et les décrets convoquant les concertations nationales stipulent qu'ils vont mettre ça en œuvre. Le président de la République, les décideurs actuels, l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement et les autres institutions de la République. Si ces institutions mettent en œuvre d'une façon rigoureuse les recommandations qui vont découler des 5 groupes thématiques, nous pouvons espérer au changement. Sinon, ça sera une perte de temps. Tout à l'heure, vous avez beaucoup parlé de la philosophie ou même de la politique du gouvernement en matière de l'économie. Est-ce qu'il va falloir que les mêmes animateurs continuent d'animer les institutions telles que vous les avez constatées présentement, ou est-ce qu'il faut aller vers un changement structurel, un changement institutionnel pour espérer obtenir les fruits qui vont sortir des concertations? Luc, je ne suis ni député, je n'ai ni mandat pour faire changer les gouvernements, ni l'autorité pour le faire. Je crois ceux qui détiennent ce pouvoir ont la sagesse nécessaire, ont les capacités nécessaires pour tirer conclusion qui s'impose des concertations. Tout ce que je peux vous dire, moi, quand les gens se concertent, ils se parlent, nous sommes venus de différents horizons, opposition, majorité, société civile, avec des différents points de vue. Pendant 3 semaines, ces gens vont se parler, harmoniser leurs points de vue et peut-être arriver à une cohésion et peut-être explorer la possibilité de travailler ensemble. Si cela arrivait, je crois, les autorités qui décident pourraient apprécier la possibilité de voir comment que ces gens travaillent ensemble. Oui, justement, c'est là le problème. Nous avons une constitution qui régule toutes les institutions, mais le chef de l'État convoque des réflexions nationales, des échanges nationaux qui vont, à vous entendre parler, automatiquement déboucher sur un changement de politique parce que actuellement ça ne va pas. Est-ce que mes prémices sont correctes? Vous faites un constat que beaucoup de choses ne vont pas comme il se devait maintenant. Alors pour que ça aille, il faut changer. Bon, on peut réfléchir à contrario. Si ça allait bien, pourquoi convoquer les concertations? Absolument. Bon, je crois qu'on a convoqué pour réfléchir, échanger et discuter. C'est pas mauvais d'échanger et de discuter. On n'a pas convoqué pour venir sanctionner des gens. Surtout quand on met en exergue la volonté d'une cohésion nationale, on ne peut pas dire on sanctionne, on fait ceci. Non. Je crois ce qui va découler, c'est l'harmonie d'avoir travaillé, d'avoir vu ces gens des différents horizons. Surtout, il faut insister sur un terme, le consensus. Travailler d'une façon consensuelle, ramener leurs conclusions d'une façon consensuelle pour résoudre les grandes questions et les grands problèmes de la nation. Je crois qu'il n'y a pas plus noble objectif que ça. Alors, professeur, logiquement, si le chef de l'État a convoqué cette concertation, ça veut dire qu'en lui-même, il a la volonté de voir les choses aller mieux. Est-ce que vous croyez que, après les concertations, dans la visée du chef de l'État, devrait ressembler à avant les concertations? Bon, logiquement, je ne suis pas dans la tête du chef de l'État. Non, là, nous réfléchissons. Bon, je crois sincèrement qu'il y aurait peut-être des ajustements à faire dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines. Et si nous arrivons à imposer la paix, ce serait déjà quelque chose très très bien. Moi, je viens de l'Est où le peuple
crient pour la paix. Si après les concertations, les biais, les vécus des Congolais s'améliorent d'une façon significative, tant mieux. Mais je crois qu'il y aura beaucoup d'idées qui vont sortir, qui vont nécessiter qu'on s'abreuve de ces idées, hein, qu'on s'en inspire, qu'on change notre façon de faire. Parce qu'on ne peut pas produire tant de réflexions et ne pas du tout s'en inspirer. Alors, nous restons dans la réflexion logique. Au cas où vous apporteriez les clauses des concertations et que celles-ci, les clauses, demanderaient que le gouvernement puisse changer de politique, que feriez-vous de la Constitution, professeur Luanga? Non, la Constitution est au-dessus. Tu sais, les gouvernements changent de politique sans changer de Constitution, Luc. Oui, mais tout à l'heure, vous avez dit qu'on verrait comment travailler ensemble. Non, alors, laissez-moi interpréter, vous allez répondre. Travailler ensemble veut dire ouvrir le gouvernement. Or, la Constitution dispose que le chef de gouvernement est issu de la majorité. Et au cas où vous arriveriez à la conclusion selon laquelle le travailler ensemble nécessiterait le changement de gouvernement qui serait pris par, mettons, un acteur de l'opposition. Que feriez-vous en ce moment-là de la Constitution? Bon, vous savez, Luc, il y a des gouvernements d'ouverture. Si ce sera cela le cas, je crois les politiciens congolais, j'ai foi à leur confiance d'innovation pour trouver des formules à faire pour ça. Tu sais, les majorités peuvent se composer, se décomposer et se réorganiser. Quand vous convergez ensemble, peut-être à la sortie, j'ai dit peut-être, je ne suis pas dans le secret de Dieu, peut-être à la sortie des concertations, il y aura moins d'opposition. Peut-être la majorité s'agrandira à la sortie des concertations. Et ça rendrait la vie facile. Je crois, je ne suis pas dans le secret de Dieu, je ne pense pas qu'il soit interdit de rejoindre la majorité pour les partis d'opposition.